Chapitre 9. Le prince Conti entre en scène. Pendant que notre troupe ambulante voguait paisiblement de ville en ville, de nombreux événements s'étaient produits en France. Le tout-puissant cardinal de Richelieu n'était plus là, pas plus que le faible roi Louis XIII. Richelieu s'était éteint peu après la mort du chevalier Saint-Marc à la fin de l'année 1642, et en mai 1643, le roi Louis XIII avait quitté ce monde en prononçant la phrase suivante « Lourde à mon cœur et ma vie ». La France avait un nouveau roi, mais ce roi n'était encore âgé que de quelques années. Le roi Louis XIV naquit en octobre 1638. Le tonnerre des canons à Paris et les feux enfumés des lampions annoncèrent à l'univers la venue sur la terre d'un nouveau Louis. À la mort de Louis XIII, la mère du très jeune roi, Anne d'Autriche, se retrouva à la tête du pays. Mais elle ne fut régente que sur le papier, et le véritable régent fut, comme cela s'était déjà produit avec le cardinal de Richelieu, un autre cardinal, Premier ministre de la France et sicilien d'origine, Giulio Mazzarini ou Jules Mazarin. Ici, l'histoire semble se répéter. La haute aristocratie française, dont les représentants s'étaient naguère insurgés contre Richelieu, s'insurgeait maintenant contre le nouveau ministre. L'opposition reçut le nom de Fronde. Les troubles antigouvernementaux durèrent près de 5 ans. Le prince de Condé, le Grand Condé, illustre capitaine alors couvert de laurier, joua un rôle de premier plan à la tête de la Fronde et passa plus d'une fois dans le camp du gouvernement quand ses intérêts personnels le commandaient. Au bout de ces 5 années de lutte, Mazarin remporta la victoire. La cause de Condé était perdue. Il quitta la France et passa du côté des Espagnols, tandis que le cardinal entrait triomphalement à Paris. Il faut remarquer que, malgré son jeune âge, Louis avait très bien compris ce qui s'était passé. Toute sa vie, il conserva dans son esprit le souvenir très net de la manière dont l'aristocratie française avait failli le priver de son trône. Il convient d'ajouter, pour ce qui est de l'histoire de Condé, que celui-ci se réconcilia au bout de quelques années avec Mazarin et fut amnistié. Ce prince de Conti, frère de Condé, que nous avons connu enfant en train d'étudier au collège de Clermont, était, au moment de la Fronde, un jeune homme qui se préparait à une carrière ecclésiastique. Mais au lieu de renoncer à tout ce qui est de ce monde, Conti se préparait à la plus haute des carrières en se signalant par son déséquilibre et son impétuosité et marchait sur les traces de son illustre frère. Il prit part à la Fronde et ne se contenta d'ailleurs pas de participer à des combats sanglants, mais fut aussi emprisonné. Vers la fin de l'été 1653, Conti vint trouver le calme dans son château de Lagrange qui se trouvait dans le bienheureux Languedoc, près de la ville de Pézenas, et eut même l'occasion d'exercer pour un temps la charge de gouverneur du Languedoc. Pendant que notre prince reposait dans son château, nos comédiens, que n'avait pas touché le vent de fronde qui soufflait sur le pays, quittaient Lyon et pénétraient dans ce Languedoc, et le destin jugea bon de réunir 2 anciens de Clermont. Le château de Conti avait alors pour hôte une certaine Madame de Calvimont, dame délicieuse dont le caractère n'était de l'avis général gâté que par une exceptionnelle bêtise. En déambulant dans les parcs somptueux, à peine touchés par le jaune de l'automne, Madame de Calvimont se plaignit de manière touchante auprès du prince de l'absence de distraction au château. En réponse, le prince lui dit ce que l'on dit dans ces cas-là, que les désirs d'une dame étaient pour lui désordre, et fit venir son plus proche subordonné, le très sympathique et très cultivé Monsieur de Cosnac. Daniel de Cosnac connaissait la présence de Molière dans le Languedoc et le succès qu'il y remportait. Il dépêcha sans retard un courrier avec pour mission de trouver le directeur de la troupe et de lui remettre une invitation de son Altesse à venir séjourner au château de Lagrange avec sa troupe. Est-il besoin de dire que l'ancien élève de Clermont, l'actuel comédien, ne se fit pas prier longtemps. Il arrêta immédiatement les représentations, embarqua sur les chariots de la troupe au grand complet, avec décors et accessoires, et la caravane prit le chemin de la résidence princière. Mais à ce moment, arrivait au château une autre troupe ambulante que personne n'avait invitée. Elle était conduite par un charlatan confirmé, acteur et arracheur de dents qui, comme tant d'autres, s'était jadis produit au Pont-Neuf. Cet homme s'appelait Monsieur Cormier.
Quand on annonça au prince qu'une troupe se présentait à l'entrée du château, il fut très agréablement surpris de voir que le souhait de madame de Calvimont pouvait être exaucé avec une aussi féerique rapidité. Et sans plus attendre qu'un Molière, il donna l'ordre d'inviter la troupe. La troupe s'installa dans le château et Cormier, qui, en homme d'expérience, avait compris du premier coup que toute sa prospérité dépendait de la manière dont il saurait plaire à madame de Calvimont, se coucha sous ses pas et lui fit même quelques cadeaux. Mais Cormier avait à peine commencé à donner ses représentations et à faire ripaille qu'on informa Daniel de Cosnac que le Molière qui l'avait invité était arrivé avec sa caravane. Cosnac alla voir le prince et rapporta que le directeur invité par son Altesse était là avec sa troupe et demanda à son Altesse de bien vouloir lui faire connaître sa volonté. Après un instant de réflexion, le prince dit que M. Molière pouvait se considérer comme libre puisque le besoin de ses services théâtraux ne se faisait plus sentir. « Mais, votre Altesse, répondit Cosnac en blêmissant, je l'avais invité. »« Et moi, comme vous pouvez le voir, répondit le prince, j'ai invité Cormier. Et vous conviendrez qu'il vous est plus facile de trahir votre parole que moi, la mienne. » À pas très lent, Cosnac partit s'expliquer avec le Molière qui venait d'arriver. À l'entrée du château, couvert de poussière, se tenait un homme aux lèvres gonflées et aux yeux fatigués. Ses bottes fortes de voyage étaient blanches. L'homme ôta son chapeau et dit d'une voix un peu sourde « Je suis Molière et nous sommes venus conformément aux instructions de son Altesse. » Cosnac prit une profonde inspiration et, remuant avec peine une langue de bois, prononça les mots suivants. « Le prince m'a chargé de faire savoir à M. Molière qu'un très regrettable malentendu, une troupe joue déjà au château. Le prince vous prie de vous considérer, il me prie de vous dire que vous êtes libre. » Un silence s'instaura. L'étranger fit un pas en arrière, sans détacher son regard de Cosnac, et se recouvrit. Cosnac leva les yeux et vit que l'étranger était blême. Le silence se prolongeait. Enfin, l'homme dit en louchant vers son nez « On m'avait pourtant invité. » L'étranger montrait les attelages. « J'ai interrompu les représentations, j'ai chargé les décors. J'ai avec moi des femmes, des actrices. » Cosnac se taisait toujours. Je vous demanderai, dit l'étranger en commençant à bégayer, de me payer 1000 écus. J'ai perdu beaucoup d'argent en arrêtant les représentations et en conduisant ma troupe ici. Cosnac essuya son front en sueur et pria humblement l'étranger de s'asseoir sur un banc et l'attendre pendant qu'il ferait part au prince de ses paroles. L'étranger recula, s'assit sur un banc et fixa le sol. Cosnac se rendit dans les appartements du prince. « Il demande 1000 écus de dédommagement pour ses frais, dit Cosnac. Oh, ridicule, dit le prince, il n'aura rien, et je vous prierai de ne plus me déranger de cette affaire qui m'ennuie maintenant. Cosnac sortit, alla dans son logement, prit 1000 écus sur son propre argent et les apporta à Molière. Celui-ci remercia et fit couler les pièces dans une bourse de cuir. Cosnac dit alors qu'il regrettait énormément que tout se soit si mal passé. Et soudain, il proposa avec chaleur à M. Molière de s'arrêter à côté, dans la ville de Pézenas, et de jouer là. Lui, Cosnac, s'occuperait de tout, trouverait la salle et les autorisations. M. Molière réfléchit un instant et acquiesça. Cosnac partit pour Pézenas avec la caravane, obtint au nom du prince le local et l'autorisation de jouer. Et la troupe donna à Pézenas un étourdi qui stupéfia les Picénois. La rumeur d'un tel événement, qui ne s'était encore jamais vu à Pézenas, parvint rapidement aux oreilles du gouverneur, et le prince fit aussitôt savoir qu'il désirait voir chez lui les comédiens d'exception. Les comédiens se doivent d'oublier rapidement les offenses, et l'ancien élève de Clermont emmena immédiatement sa troupe au château. L'étourdi fut joué en présence du prince, de sa suite et de madame de Calvimont, au désespoir du pauvre Cormier. Après cela, il ne pouvait être question pour lui de résister. Ces comédiens mal habillés et peu inspirés ne pouvaient rêver un seul instant de se mesurer aux somptueux costumes qu'arboraient, grâce aux recettes lyonnaises, les Duparc, Debris, Madeleine et, naturellement, Molière lui-même.
Mais il aurait très bien pu se faire que Molière ait malgré tout été contraint de laisser Cormier maître de la place. Tout le monde appréciait la beauté du spectacle, tout le monde, sauf Madame de Calvimont. Par bonheur, le secrétaire du prince, le poète sarrazin, homme intelligent et cultivé, sauva la situation. Il manifesta un tel enthousiasme devant le jeu des acteurs et leurs costumes, sut si bien persuader au prince que la troupe de Molière serait l'ornement de sa cour, que le capricieux Conti ordonna que l'on congédiât la troupe du malheureux Cormier et que celle de Molière soit attachée à demeure au service du prince, avec le droit à l'appellation de troupe de la cour du prince Armand Bourbon de Conti, droit qui impliquait naturellement l'attribution d'une pension régulière. Il faut ajouter que l'attitude de Sarrazin s'expliquait en partie par le fait qu'il était, dès le premier jour, tombé amoureux de Thérèse Marquise. Le pauvre Cormier se retira avec sa troupe en maudissant Molière, tandis que ce dernier et ses comédiens commençaient à couler des jours heureux en Languedoc. Le subtil bègue dut jeter un charme au prince. Les représentations se succédaient sans discontinuer et les bienfaits de toutes sortes se déversaient en un flot ininterrompu sur Molière et ses comédiens. S'il fallait se déplacer à travers le Languedoc, le prince n'hésitait pas à réquisitionner des attelages pour le transport des accessoires et des comédiens eux-mêmes. Le prince donnait de l'argent, le prince patronnait tout. En novembre 1653, le prince partit pour Paris via Lyon afin d'épouser Maria Anna Martinozzi, nièce de Mazarin. La troupe de la cour accompagna le prince jusqu'à Lyon, où elle s'arrêta pour donner des représentations, tandis que le prince poursuivait sa route vers Paris. Il épousa la Martinozzi et revint dans ses terres du Languedoc au début de 1654. En décembre de cette année, les États tinrent leur réunion habituelle dans la ville de Montpellier. La noblesse et le clergé vinrent, comme à l'accoutumée, examiner les questions financières avec leurs représentants du pouvoir central et discuter avec ceux-ci, en défendant dans la mesure du possible les intérêts de leur province. Les députés, qui recevaient pour la durée des États un généreux défraiement, appréciaient beaucoup cette époque et, d'une manière générale, la ville qui recevait les États entrait en ébullition. Tout naturellement, Molière et ses compagnons firent leur apparition à Montpellier et commencèrent à jouer pour les honorables gentilshommes. Un seul homme de la suite du prince ne put admirer le prestigieux député, pas plus que les représentations de M. Molière. Cet homme était le secrétaire du prince, M. Sarrazin. En décembre 1654, il mourait de fièvre hectique. À la suite de ce décès, le prince fit à Molière une offre surprenante. Il lui proposait de remplacer le défunt Sarrazin au poste de secrétaire. Molière eut beaucoup de mal à décliner poliment cette offre flatteuse. Il fit valoir qu'il était organiquement incapable d'être secrétaire. Cette explication fut bien accueillie et la troupe put donner ses représentations à Montpellier. Molière, qui avait bien étudié son prince, écrivit avec Joseph Béjart le livret d'un joyeux divertissement ballet qui fut monté en décembre pour le prince et la princesse. Le grand triomphateur de cette affaire fut son promoteur, M. Molière, qui jouait devant l'assistance écroulée de rire une marchande de harengs. Quant à Joseph Béjart, outre la part de succès que lui rapportèrent les couples qu'il avait composés, il fut encore heureux en une autre affaire. Le minutieux et attentif Joseph, qui se sentait des dispositions pour les recherches historiques, rédigea un recueil détaillé à caractère héraldique où l'on trouvait toutes sortes de renseignements généalogiques ainsi que les descriptions des blasons et armoiries des barons et prélats des États languedociens réunis en cette année 1654. Naturellement, Béjart dédia ce recueil au prince et reçut des estimables députés une somme confortable pour la peine qu'il avait prise à le composer, somme, il est vrai, assortie d'une allusion au fait qu'il serait souhaitable que Béjart ne compile à l'avenir de tels recueils que dans le cas où on les lui commanderait. Quand les États prirent fin à Montpellier, Molière et sa troupe se transportèrent à Lyon. Et là, un homme étonnant fit son apparition parmi les comédiens. Il s'appelait Charles Coupeau d'Assoucy et avait dépassé la cinquantaine. D'Assoucy parcourait la France un luth à la main,
accompagné par 2 enfants, chantait avec eux des couplets et des chansons de sa composition et s'intitulait lui-même empereur du burlesque, premier du nom. Dassoucy, poète et musicien ambulant, laissait dans les tripots et maisons de jeu tout l'argent qu'il gagnait. En cet été 1655, la chance lui avait été particulièrement défavorable. Des pipeurs l'avaient dépouillé jusqu'au dernier sou, ne lui laissant que son luth et les enfants. Bloqué à Lyon, Dassoucy se présenta à Molière pour lui faire part de la joie qu'il éprouvait à rencontrer des artistes et pour leur rendre une brève et courtoise visite. Cette visite dura près de 20 mois. Ce qui nous intéresse, c'est que Dassoucy fut un témoin enthousiaste de la nouvelle prospérité de la confrérie de Molière. Pendant les 2 années passées sous la protection du prince de Conti, les acteurs avaient gagné beaucoup de bel argent. Leur part avait augmenté et leur mémoire avait perdu le souvenir des nuits froides dans les granges et des courbettes devant les autorités locales. Molière habitait avec ses camarades et amis de beaux appartements lyonnais. Il s'était constitué des caves, était richement habillé, avait appris à avoir confiance en eux et faisait preuve d'un optimisme à toute épreuve. L'empereur du burlesque leur plut et ils l'acceptèrent comme un des leurs. En échange, celui-ci chanta leur gloire en lignes de vers et de prose de la meilleure facture. On dit, racontait à qui voulait l'entendre Dassoucy, qu'au bout d'1 mois, le meilleur des hommes se fatiguera de nourrir son propre frère. Mais ceux-là, je vous l'assure, sont bien plus généreux que tous les frères de la terre. Et Dassoucy chantait des vers où compagnie rimait avec harmonie, et dans lesquels il racontait avec émotion comment lui, pauvre gueux, mangeait à la table des frères, où l'on servait chaque jour au dîner des 7 ou 8 plats. Le meilleur moment de ces repas venait d'ailleurs après le 8e et dernier plat, quand l'inépuisable empereur versait généreusement le vin dans les verres et entonnait en duo avec Molière des refrains joyeux ou racontait des anecdotes. Oui, c'était vraiment le bon temps à Lyon. Naturellement, quand les comédiens partirent pour Avignon à l'automne de cette même année 1655, Dassoucy les accompagna. La confrérie descendit le Rhône en bateau à la lumière des étoiles, tandis que Dassoucy, assis à l'arrière, faisait jusqu'à une heure avancée de la nuit sonner les cordes de son luth. Les comédiens restèrent 1 mois à Avignon, puis furent rappelés par le prince dans la ville de Pézenas, où se tenaient à nouveau les États. Le 9 novembre, les députés furent les témoins d'un événement peu ordinaire. Son Altesse, le prince de Conti, avait élu domicile dans la maison d'un certain monsieur d'Alphonse. Revêtus de tous leurs ornements sacerdotaux, les évêques des villes voisines, auxquels s'étaient joints les barons de Villeneuve et de Lanta, qui représentaient la noblesse, arrivèrent en grande pompe chez d'Alphonse pour présenter leurs compliments à son Altesse. Le prince alla au-devant des députés et les reçut entre 2 portes en s'excusant de ne pouvoir les admettre plus avant du fait de l'épouvantable désordre qu'avaient provoqué dans les pièces de l'appartement M. de Molière et ses comédiens à l'occasion de leur représentation. Il est difficile de décrire les mines des députés et en particulier celles des évêques. Mais il va de soi que personne ne fit devant le prince la moindre allusion au désordre des pièces, et après avoir adressé à son Altesse les compliments commandés par l'occasion, la députation s'en fut dans un silence de mort. La troupe se produisit quelques mois à Pézenas et Molière illustra son séjour dans la ville par 6 000 livres versés à la troupe par la caisse des États du Languedoc. Il marqua aussi son passage à Pézenas par quelques actions bizarres. Ainsi, il se lia d'amitié avec le meilleur barbier local, l'honorable maître Gély. L'établissement du maître jouissait d'une grande popularité. Le samedi surtout, la porte claquait sans arrêt au passage des bouchers, boulangers, fonctionnaires en poste à Pézenas et personnages de tout genre. Pendant que les assistants de M. Gély arrachaient les dents des clients et leur rasaient le menton, les Picénois qui faisaient la queue attendaient leur tour en prisant et bavardant. De temps en temps, une jeune fille faisait son entrée dans la boutique et annonçait, rougissante, qu'elle avait reçu une lettre de son amoureux sous les drapeaux. Tout le monde prenait alors sa part de l'événement et aidait l'ignorante jeune fille à déchiffrer la lettre, avec des bruits de satisfaction si la nouvelle était bonne et de compassion s'il y avait des choses attristantes. L'établissement de maître Gély était une sorte de club.
Molière était donc arrivé à se faire inviter tous les samedis chez Maître Gély pour l'aider à s'occuper de la recette. L'accueillant barbier offrit au directeur de théâtre un fauteuil de bois à la caisse, et c'est là que Molière comptabilisait les pièces d'argent. Mais, sous le sceau du secret, Maître Gély racontait à qui voulait l'entendre que la caisse n'était pour le directeur de la troupe de Conti qu'un prétexte pour se livrer à de toutes autres activités, que le directeur avait toujours dissimulé sous ses basques des petits bouts de papier blanc sur lesquels il notait subrepticement tout ce qui se disait d'intéressant dans la boutique. Mais Maître Gély était incapable de dire à quoi rimait ce manège. De toute façon, le fauteuil de bois finit par échouer dans un musée. Tout en ayant son port d'attache à Pézenas, la troupe visitait de temps en temps d'autres localités. Au printemps 1656, elle prit la route de Narbonne, où le joyeux troubadour d'Assoucy finit par la quitter. Puis les comédiens rejoignirent leur base permanente de Lyon pour, de là, repartir vers Béziers afin de mettre en joie la cession des États qui s'y tenaient traditionnellement. À Béziers, Molière donna la première de sa nouvelle pièce qu'il avait appelée « Le dépit amoureux ». C'était une œuvre en 5 actes, écrite sous l'influence évidente des auteurs espagnols et italiens, plus accomplis que les Tourdis, mais qui contenait par endroits des vers assez lourds, et qui s'achevait sur un dénouement très embrouillé et manquant tout à fait de naturel. Mais comme les passages faibles étaient noyés dans la masse des scènes subtiles et piquantes, les comédiens escomptaient un grand succès. Et leur espoir fut confirmé. Dès son arrivée à Béziers, le directeur du théâtre commença par envoyer des billets gratuits pour la première à tous les députés des États, qui lui répliquèrent par une gifle sanglante. Les mesquins députés lui renvoyèrent tous les billets. On comprend très bien les raisons de cet acte. Les députés savaient que la troupe ne tarderait pas à faire appel à leurs subsides financiers et ils avaient décidé de mettre un terme à cela. Le directeur sentit qu'il ne fallait plus compter recevoir quelques milliers de livres sur la caisse des États, envoya mentalement au diable les députés et donna la représentation pour le public ordinaire. Et le public couvrit d'applaudissements le dépit amoureux où Molière jouait le rôle d'Albert, père de Lucile et d'Ascagne. Abandonnant l'inhospitalière ville de Béziers, Molière visita à nouveau Lyon où le dépit fut brillamment joué, puis Nîmes, Orange, Avignon. À Avignon, en 1657, 2 rencontres eurent lieu. Le directeur rencontra son vieil ami de Clermont, Chapelle. Les anciens auditeurs de Gassendi s'étreignirent tendrement. Ils évoquèrent l'épicurien et parlèrent de sa fin terrible. Les maudits docteurs avaient tué le philosophe à force de saigner. La deuxième rencontre joua un rôle immense dans la suite de la vie de Molière. La deuxième rencontre joua un rôle immense dans la suite de la vie de Molière. Le célèbre peintre Pierre Mignard, qui revenait d'Italie, s'était attardé quelque temps à Avignon. Sitôt qu'ils eurent fait connaissance, Mignard et Molière s'entendirent très bien, se plurent mutuellement, et l'illustre portraitiste prit plusieurs fois Molière pour modèle. L'été 1657 fut exceptionnellement chaud et la troupe se rendit pour quelque temps dans le nord, à Dijon, et regagna Lyon l'hiver venu. Et c'est à Lyon que se revirent à nouveau 2 vieux élèves de Clermont, le prince de Conti et Molière, qui ne s'étaient pas rencontrés depuis un temps assez long. Le directeur de la troupe se présenta joyeusement chez le prince, mais sa visite se solda par un fiasco. Non seulement le prince ne voulut pas voir le directeur et ses comédiens, mais alla de plus jusqu'à ordonner que le nom de Conti fût retiré de l'intitulé de la troupe. La vie des comédiens n'est pas faite que de roses et de lauriers. Le directeur, humilié, attendit des explications qui ne tardèrent pas à venir. Apparemment, l'âme de son Altesse avait subi au cours des 2 dernières années un bouleversement total. L'ancien frondeur, reconverti par la suite en amoureux passionné du théâtre, était maintenant confit en dévotion et bouffi dans l'instruction des questions religieuses et morales. Un évêque, qui était passé maître dans l'art de la parole, s'était sérieusement inquiété de l'inclination du prince pour le théâtre et avait réussi à le persuader que l'homme, quelque élevé que soit sa position dans le monde, doit cependant avant tout songer au salut de son âme. Et pour seulement pouvoir y penser, il faut commencer par fuir comme le feu les spectacles des comédiens si l'on ne veut pas tomber dans le brasier éternel.
Les graines que l'évêque avait semées dans l'âme de Conti donnèrent des pousses luxuriantes. Conti avait parfaitement assimilé les enseignements épiscopaux et déclarait à ses familiers que la seule vue des comédiens lui faisait maintenant peur. Inconstants sont les puissants de ce monde, disait Molière à Madeleine. Et je donnerais bien un conseil à tous les comédiens. Si tu tombes en grâce, prends immédiatement tout ce que tu peux prendre, ne perds pas de temps, balle le fer tant qu'il est chaud, et pars de toi-même, n'attends pas qu'on te foute à la porte. Mais après tout, Madeleine, nous devons penser à des choses plus importantes. Je sens qu'il est temps pour nous de quitter le Languedoc. Il faut, et à nouveau, comme il y a bien longtemps à Paris, après la faillite de l'illustre théâtre, les ex-amants se mirent à chuchoter.